Bonjour Christophe de Buckeler, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour discuter un petit peu de ta position sur Bitcoin suite à la vidéo que tu as postée sur Twitter et qui a fait pas mal de bruit. Tu es député bruxellois et tu es payé en Bitcoin, l'une des premières personnes, l'une des premières personnalités politiques, si ce n'est la première en Europe à le faire. Et on va voir qu'est-ce qui t'a motivé un petit peu à faire ce choix et quel regard portent les institutions sur cette monnaie virtuelle qui finance plein de choses bizarres qu'est le Bitcoin. On va voir un petit peu si tu arrives à dépoussiérer un peu cette idée. Merci de nous rejoindre sur ce podcast encore une fois. Est-ce que tu peux te présenter plus en détail, s'il te plaît, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? Bien, merci Valentin pour l'invitation. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Je m'appelle donc Christophe de Beukelard, j'ai 34 ans, je suis un député en effet belge de la région bruxelloise. J'ai étudié ingénieur de gestion, donc je n'étais pas spécialement prédestiné à faire de la politique. J'ai plutôt commencé ma vie professionnelle dans le monde économique et puis je suis tombé par un concours de circonstances en politique et maintenant, depuis 2 ans, je fais ça à plein temps. Et les sujets qui m'occupent principalement, c'est le climat et l'énergie. Ça, c'est vraiment mes sujets de prédilection au départ. Et puis, je m'intéresse beaucoup à la question de la gouvernance, comment est-ce qu'on prend les décisions au niveau politique et à tout ce qui est financier, budgétaire d'abord, le budget des États, le budget des régions. Et puis plus largement, cette question financière, l'accès à la finance oui, comment est-ce qu'on peut mettre tout le monde sur un pied d'égalité par rapport à la vie financière en général. Et c'est un peu ça en fait qui m'a petit à petit amené vers Bitcoin. Et vous êtes combien de députés en Belgique, du coup? Alors, on en est beaucoup. Donc, il y a plusieurs parlements. Il y a 4 parlements différents. Dans chaque parlement, il y a un nombre de députés différents. Donc, je vais passer le discours sur la complexité institutionnelle en Belgique. Mais ouais, la politique, on parle d'une vraie lasagne institutionnelle en Belgique, tant il y a de niveaux de pouvoir. D'accord, ok. Je suis pas effectivement spécialiste de ce côté-là, derrière la frontière. Je connais moins, mais on a eu l'occasion de recevoir plusieurs fois Monsieur TK, que tu connais sûrement, qui est belge aussi, pas Ouais. mal impliqué dans la crypto. C'est vrai qu'il me parlait un petit peu de ces différentes couches. Quand tu es tombé du coup dans Bitcoin, c'était à quelle occasion? Tu t'as esquissé un petit peu les contours, mais qu'on comprenne un petit peu les différentes steps avant ta vidéo que je mettrai en description où tu expliques pourquoi tu as décidé de payer en Bitcoin. À quel moment tu as découvert Bitcoin et à quel moment tu t'es lancé en termes de temporalité? Mais en fait, moi, au début, j'ai commencé comme beaucoup, je pense. Moi, c'était en 2017. J'ai commencé, il y avait des amis qui me parlaient de la crypto et qui faisaient un peu d'argent là-dessus. Et moi, j'ai commencé à me dire, bon, c'est quoi ce truc-là? Donc, j'ai commencé à investir 50, 100 euros pour voir un peu comment est-ce que ça fonctionne, quels sont… Et en fait, en investissant, tu es obligé de regarder les projets qui sont derrière. Donc, ça te permet du coup directement de te mettre voilà, d'aller un pas plus loin dans la connaissance des choses, simplement parce que tu mets un peu d'argent dedans, tu t'intéresses quand même sur ce que tu fais. Et donc ça a été le début. Et alors, petit à petit, j'ai essayé de comprendre en fait c'est quoi la technologie qu'il y a derrière ce Bitcoin et ces crypto-monnaies. Et donc, je me suis intéressé vraiment à la blockchain en fait. Et là, j'ai commencé à réfléchir, à discuter avec quelques conseillers aussi. Et j'ai vu en fait l'importance que pouvait présenter la blockchain pour la société. En fait, on voit que la blockchain, c'est une manière de transmettre et de stocker de l'information. Et si on regarde un peu dans l'histoire, on voit que chaque fois qu'on a changé la manière de stocker et de transmettre l'information, ça a permis une évolution de société assez considérable. Et en fait, ça touche à notre structure sociale. Tout au début, on vivait en tribu parce qu'en fait, l'information n'était que délivrée par la tradition orale. On se transmettait et on stockait l'information, on stockait dans notre mémoire et on la transmettait de manière orale. Et puis, quand il y a la tradition écrite, on voit que ça a permis aussi aux gens de se développer, de vivre avec des plus grands groupes ensemble, de créer des villes. Et puis, il y a eu l'imprimerie. Ça a correspondu avec la naissance des États-nations. Puis, il y a eu l'informatique, avec bien des réseaux un peu transfrontaliers, avec des États-nations qui se mettaient ensemble, des continents qui commençaient à s'organiser. Et aujourd'hui, on a une manière révolutionnaire, nouvelle, de stocker et transmettre l'information. Et donc, ça va aussi changer fondamentalement notre structure sociale. Et quand j'ai vu ça et quand j'ai compris ça, je me suis dit, oula, attention, là, on est face à une technologie qui va changer fondamentalement les choses et il est temps de s'y intéresser vraiment. C'était
Oui, il y a 2-3 ans. Et donc ça a correspondu en 2018. J'avais mis dans mon tract électoral, parce qu'il y avait des élections en Belgique à ce moment-là, sur mon tract électoral, j'avais écrit: attention, il y a une nouvelle technologie qui va changer fondamentalement les choses. Ça bouge déjà pas mal à l'étranger, il faut qu'on s'y intéresse en Belgique. Je me souviens d'avoir beaucoup de gens qui me riaient au nez parce que c'était après enfin, Le crack de 2017, ouais, ouais. voilà, les cours avaient de nouveau descendu et tout le monde disait: mais non, c'est fini ton truc. On en a parlé un peu dans les médias, mais c'est terminé. Je dis: non, non, là, il y a quelque chose derrière qui est important. Et depuis lors, je n'ai pas cessé de me renseigner, d'essayer d'aller plus loin, de me faire conseiller pour essayer de comprendre de mieux en mieux cette technologie, ce que ça pouvait signifier aussi dans son application financière, notamment via les cryptos. Et donc, j'ai aussi lancé une association qui s'appelle la Brussels Blockchain Conference. Tu pourras peut-être mettre le lien aussi en dessous de la vidéo, qui est en fait une Carrément. association en Belgique que j'ai lancée il y a maintenant 6 mois, un an, avec un ami, Raoul Hulens, très important, un gars aussi qui est super chouette en Belgique, qui essaie de faire bouger les choses, qui est très calé en NFT, lui. Et qui est en fait, voilà, lui, il touche un peu tout le monde entrepreneurial belge voilà, qui est actif dans ce milieu-là. Et moi, je touche tous les institutionnels, les politiques. Et on essaye de faire des événements où on réunit les deux pour justement que les deux apprennent à se connaître. Parce que autant il y a un grand mépris de la part des institutionnels et grandes entreprises vis-à-vis du monde de la crypto et de la blockchain, autant les entrepreneurs aussi ne se rendent pas facilement accessibles et souvent restent entre eux et ne s'ouvrent pas facilement aux institutionnels. Et donc moi, je pense que si en Belgique, on veut pouvoir signifier quelque chose dans ce monde-là, ça va venir du fait qu'on collabore entre ces deux, enfin qu'il y ait une collaboration entre ces deux mondes. Et donc c'est ça qu'on essaye de créer via cette conférence. Donc ça, c'est voilà. Et alors on a fait quelques conférences, mais je dois constater que c'est très difficile de faire avancer les choses. On en est en Belgique à faire les premières auditions au Parlement fédéral pour essayer de comprendre ce que c'est la blockchain, la crypto, etc. Et donc je vois encore beaucoup de méfiance. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de poser cet acte politique de mon salaire à un moment donné en disant: bon, ben, tout ce que je fais depuis des années, je vois que ça avance trop lentement. Maintenant, il est temps de se réveiller. Il faut frapper fort. Et donc, c'est pour ça que voilà, j'ai décidé de convertir l'entièreté de mon salaire de 2022 en Bitcoin. Donc, tous les mois, eh bien, je convertis mon salaire en Bitcoin. Et c'est amusant parce qu'effectivement, ça a déjà été fait outre-Atlantique par des maires de grandes villes, Miami notamment, mais pas encore en Europe. Avant de tourner cette vidéo et de la poster, est-ce que tu as quand même réfléchi un petit peu en se disant, quelles sont les retombées qu'il va y avoir? Est-ce que ça ne va pas aller trop vite, trop fort? Ou est-ce que c'était pour toi effectivement quelque chose d'essentiel et tu l'as fait assez naturellement? Mais donc, non, évidemment, j'ai mesuré le risque bah, déjà financier, parce que je ne sais pas, hein, bon, j'ai confiance à long terme dans la technologie, mais le cours à un mois, un an, j'en sais rien. Donc financier et puis politique, parce que je sais la vision que les gens ont de ce monde-là. Mais il faut peut-être bien comprendre, moi, ce qu'il y a derrière. Au début, j'étais aussi très sceptique sur le Bitcoin, hein, au début, quand j'ai commencé. Mais j'ai un grand combat là derrière. Et ce grand combat, c'est le combat que j'appelle abolir le dernier privilège des riches. C'est l'ignorance financière. Il y a encore une grande chose pour laquelle le marché financier est extrêmement inéquitable, c'est qu'en fait, il y a une grande ignorance financière et ce marché financier, en fait, il sert qu'un petit nombre de gens. Hein, il y a beaucoup de gens, il y a quelques personnes qui s'enrichissent et beaucoup de gens qui n'ont pas accès à ces marchés financiers. Donc moi, je pense qu'on on doit essayer de démocratiser la finance. Et ça, c'est ça mon grand combat, en fait. Et donc, quand on a un combat comme ça, qui nous tient à cœur et qui on a dans les tripes, mais on est prêt à faire des choses où on prend un peu de risque. Et voilà, le risque que j'ai pris aujourd'hui, il est mesuré, mais je sais ce que je fais. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, à côté du marché financier centralisé qu'on connaît aujourd'hui et qui a certaines qualités, hein, la stabilité, la confiance que les gens ont, eh bien, il y a aussi des grands désavantages, hein, un manque d'accessibilité, un manque de transparence, beaucoup d'intermédiaires, des coûts très élevés. Et je pense qu'on gagnerait à avoir un sort de contre-pouvoir monétaire, un contre-pouvoir financier qui se mette en place autour des cryptoactifs, autour de Bitcoin, qui aurait d'autres avantages. Et donc, moi, je pense qu'on va aller vers une cohabitation de deux systèmes financiers qui vont s'équilibrer l'un l'autre, en fait. Et ce discours, je suis content que tu l'aies parce qu'on a eu l'occasion de l'entendre un petit peu sur la chaîne avec différents intervenants.
mais on n'a pas reçu beaucoup de politiques, et tu es le premier à avoir ce langage assez franc sur ces thématiques-là. Et pour donner les coulisses, on se suivait un petit peu sur les réseaux, mais je t'ai DM et tu as été très rapidement accessible, ce qui n'est pas le cas effectivement de ce secteur-là où il faut passer par des RP ou ce genre de choses. Donc en fait, ce que tu me disais, c'est effectivement ce combat que tu incarnes aujourd'hui. Il a plusieurs volontés. La première, c'est la démocratisation. Le deuxième, c'est montrer, c'est ce que tu disais dans ta vidéo là aussi, ta confiance sur le secteur-là. Par rapport à tes autres collègues et aux institutions, est-ce que tu es un peu l'ovni encore, pareil que 2018, ou est-ce qu'ils ont un petit peu évolué, voyant un petit peu le Salvador arriver dans la course, voyant des grosses entreprises accepter Bitcoin ou le mettre en trésorerie, ou est-ce que c'est encore, comme je te disais, une vision assez saut 2017-2018, blanchiment d'argent? Ouais, alors je vois vraiment, pour l'instant, c'est encore ce 2017-2018. Donc vraiment, les réactions que j'ai eues en grande majorité du monde politique, hein, je parle vraiment, sont assez négatives, sont teintées d'énormément d'ignorance. Hein, vraiment, je vois que les questions qui sont posées, les arguments qui sont mis sur la table sont dus en fait à un manque de connaissance hein, de ce qu'est la blockchain et ses applications crypto. J'essaye de, voilà, j'essaye d'accueillir ça parce qu'en fait, allez, moi, je suis tombé dessus voilà, par une série enfin, pas seulement du hasard, c'est aussi de la volonté de ma part, mais je veux dire, je peux comprendre aussi que certains concepts sont compliqués. Hein, c'est complexe quand même, la crypto. Hein, on est entre la vie financière et l'informatique, donc c'est déjà deux mondes très compliqués. Et là, on est vraiment à l'intersection des deux, donc à l'imbrication des deux. Donc, c'est pas simple à comprendre. Mais donc aujourd'hui, encore beaucoup de critiques principales sur la fraude, l'impact environnemental, tous ces sujets-là. Et alors aussi une difficulté d'appréhender, OK, en fait, à quoi ça peut servir, comment est-ce que ça peut rendre ce marché financier plus démocratique. Et ça, je pense que l'accent il doit être mis là-dessus dans le discours politique, en tout cas pour le moment. Et alors, je vais te poser cette question-là juste après, mais avant, je voulais avoir ta vision justement, puisque tu es aussi très intéressé par tout ce qui est l'écologie. Comment tu reçois ces attaques de Bitcoin sur ça pollue, c'est une machine énorme pour pas grand-chose? Comment tu arrives à contrecarrer ça, étant donné que toi, tu es déjà assez attentif à ce genre de questions? Ouais, mais oui, moi, c'est un sujet fondamental, l'impact sur le climat, et on ne peut absolument pas le balayer d'un revers de la main. Ce que je pense fondamentalement, mais c'est que, en effet, hein, Bitcoin en particulier, mais les cryptos en général, ben, consomment de l'énergie comme toutes les technologies consomment de l'énergie, comme tout le digital. Il faut toujours voir quelle est cette masse d'énergie, à quoi on peut la comparer. Hein, et donc, ce qui est sûr, c'est que si on voit l'impact climatique aujourd'hui de tout le système financier, ben, il est énorme et il est sans commune mesure par rapport à Bitcoin et aux cryptos. Et puis alors, c'est que je pense qu'on ne peut pas reprocher, hein, je disais dans un post l'autre jour, c'est comme si on reprochait à un enfant qui est à l'école, qui apprend à écrire et à lire, et on lui reproche, on l'engueule parce qu'il ne sait pas encore lire et écrire. Ben non, on voit qu'il est occupé et on voit qu'il y a quand même de l'espoir qu'il y arrive, puisqu'il est à l'école et qu'il met tout son pour y arriver. Et donc, c'est ça que je vois dans l'univers crypto aujourd'hui, c'est que tout le monde est conscient que les cryptos ne vont pas pouvoir se propager voilà, de manière mondiale et de manière sérieuse et durable s'il n'y a pas une solution et une manière de gérer l'impact climatique qui soit bonne. Et donc, je vois des améliorations qui sont en train d'être faites. On voit pour Bitcoin, c'est le Lightning Network, hein, c'est de voir qu'est-ce qui doit être fait sur la chaîne, qu'est-ce qui peut être fait en dehors de la chaîne. Pour d'autres, c'est le passage au Proof of Stake. Donc, on voit qu'on est vraiment dans une technologie qui est en train d'évoluer et qui, en effet, doit aussi prendre en compte l'impact climatique. Et puis, alors, la dernière chose, et ça, je pense qu'on est en train de, petit à petit, c'est en train de passer, en tout cas déjà dans les milieux crypto, mais petit à petit, on va se rendre compte que le minage peut être une formidable clé pour la transition énergétique. C'est-à-dire que comme les fermes de minage vont aller se mettre là où l'énergie est le moins chère, et où est-ce que l'énergie est le moins chère? C'est là où il y a des surplus, et où est-ce qu'il y a des surplus? C'est là où il y a l'énergie renouvelable en trop. Et donc aujourd'hui, on voit que les fermes de minage vont aller se coller à ces projets hydrauliques, à ces projets de récupération de chaleur et autres dans des pays, souvent des pays en voie de développement, et que ce minage permet dès lors de financer les réseaux
d'électricité dans ces pays-là. Et donc, quand on voit ce paradigme-là, qu'on prend un peu de recul, et on voit maintenant des grands énergéticiens qui sont en train de dire, en fait, le minage, c'est le chaînon manquant de la transition énergétique. Je pense qu'on a des vraies solutions, mais je peux comprendre qu'à priori, tout ça paraît bien futile quand on a le nez collé à des articles qui disent le Bitcoin consomme autant que tel pays, etc. Mais je pense qu'en prenant le recul, on voit qu'en fait, la situation elle est toute différente. Ouais, tout à fait. Et Bitcoin pour accélérer la transition écologique, on en avait fait un article et un podcast que je mettrai dans la description avec des mineurs. Et effectivement, ce n'est pas forcément ce qui saute aux yeux, mais comme l'utilité de Bitcoin ne saute pas aux yeux, comme sa capacité à garantir la confiance entre les individus ne saute pas aux yeux, et pourtant, c'est bien ce qu'il incarne depuis quelques années déjà, plus d'une décennie. J'avais eu l'occasion de discuter avec notre député français pro-crypto, Pierre Persson, il y a 1 an, je crois, à peu près, sur ces thématiques politiques et blockchain. Tu disais tout à l'heure que ça pouvait aussi redonner de la confiance, ou en tout cas, puisque ça changeait un peu la manière de transmettre, on pouvait essayer de l'imbriquer avec tout ce qui est politique. Est-ce que tu vois la blockchain euh, redonner de la confiance aux citoyens à travers de la transparence dans le milieu politique, ou est-ce que pour toi, ce n'est pas forcément la solution la plus adéquate? Mais ouais, Pierre Persson, que je salue d'ailleurs, j'ai rencontré jeudi dernier à Paris, justement, un événement Bitcoin, et il vient à notre prochaine conférence, le 15 mars, qu'on organise donc, dans le cadre de cette conférence bruxelloise dont je te parlais, Ok. avec Yorick de Montbine et Bruno Coleman, qui est un économiste belge. Et donc, on va essayer d'un peu faire parler de la politique monétaire en général. Et Pierre, franchement, il a bien fait bouger les choses en quelques années. En tout cas, dans le discours politique, il a amené les choses. Il était quand même vachement proche de Macron, donc il a pu aussi, je pense, lui faire passer certains messages. Et c'est plutôt positif. Alors, par rapport à la confiance dans le politique, oui, je pense que avec les DAO aussi, avec la façon dont on va pouvoir revoir un peu la gouvernance des grandes organisations et la façon de prendre les décisions, en éliminant justement les intermédiaires et en permettant à chacun, en toute transparence et sans, sans interprétation des résultats, de prendre des décisions. Je pense que là, on va pouvoir quand même avancer aussi. Alors, je ne pense pas que ça va être l'application demain, ça va prendre du temps. Mais je pense, oui, que cette technologie, elle va changer fondamentalement les choses. Donc, ça va aller jusqu'à la prise de décision en entreprise et en politique aussi, sûrement. Et tu disais aussi dans ta vidéo, avant de parler un petit peu régulation européenne, française et belge, lutter contre l'inflation pourrait être un moyen d'échange parallèle, ou en tout cas en complément du système actuel. Euh, Est-ce que tu penses que les institutions que tu connais bien, du coup, vont laisser quand même Bitcoin, cette monnaie qui, pour le coup, alors c'est un reproche et un avantage décentralisé, où on n'a pas la main sur la création monétaire, devenir de plus en plus importante? Ou est-ce que, et ça fera la liaison avec le chapitre de tout à l'heure, la régulation, on va venir mettre tout un tas de barrières, non pas parce qu'on ne comprend pas le système, mais parce qu'on a peur de ce qu'il peut devenir si effectivement il devient majoritaire? Bon, alors, moi, je pense qu'en fait, on n'aura pas fort le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parlais hier à un journaliste qui allait s'envoler pour le Sénégal, où il allait rencontrer les pêcheurs sénégalais. Parce que visiblement là-bas, les pêcheurs commencent maintenant à vendre leurs poissons uniquement via Bitcoin, parce qu'ils n'ont plus aucune confiance dans le CFA, donc le franc sénégalais, et qui veulent plus, voilà, ils ont plus envie d'être dépendants de ça. Et donc, quand on voit ça, qu'on sait qu'il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui sont débancarisées, qui n'ont pas accès aux services bancaires et qui, par contre, ont envie de participer au commerce mondial d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils ont besoin de vivre et qu'ils ont envie de prospérer. En fait, on voit que l'Europe, les pays occidentaux, on ne va pas avoir le choix de reconnaître d'une manière ou d'une autre Bitcoin, les cryptoactifs, parce que moi, je ne fais pas la guerre entre les Bitcoins et les shitcoins. Moi, je sais pas vers où ça va aller. Je pense que Bitcoin a quand même une stabilité. Il y a énormément de gens qui travaillent sur le protocole. Aujourd'hui, il y a un capital confiance dans Bitcoin qu'il n'y a pas dans d'autres monnaies, d'autres monnaies crypto. Donc,
voilà, mais en même temps, je pense que, comme je disais au début, la technologie, elle est en pleine évolution et je ne sais pas vers où on va aller. Il faut rester très, très ouvert et très, très humble par rapport à ça. Il faut surtout continuer à se renseigner en permanence. Mais donc, je pense que les États vont devoir s'adapter à cette situation qui est immanquable, qui est en train d'arriver et qui va se passer. Donc, donc je pense que ce qu'on va connaître dans les années qui viennent, sans doute des hésitations, peut-être des tentatives voilà, de censurage, etc., ne va pas résister à l'histoire qui est en marche, qui fait que les avantages de la crypto sont tellement forts eh bien qu'il n'y a pas moyen d'y échapper, tout simplement. Et si on a un monde qui se découpe entre MNBC d'un côté, une monnaie numérique de banque centrale incarnée en Europe par l'e-euro, et de l'autre côté des États ou des groupes d'États qui choisissent Bitcoin, comme c'est le cas du Salvador, toi, tu intègres les crypto-monnaies, tu intègres l'e-euro dans les crypto-monnaies, ou est-ce que tu préférerais dans ce monde-là choisir toujours Bitcoin comme salaire? Non, alors, il faut voir. Vraiment, hein, je pense qu'on est vraiment à un stade où c'est déjà bien que. Quelque part, c'est déjà bien, c'est monnaie banque centrale, parce que quelque part, ça permet quand même à tout le monde de se poser des questions, de voir. Parce que les implications vont être gigantesques. Hein. Si on fait ça au niveau européen, si on a vraiment un euro, qu'on peut directement avoir un compte bancaire à la banque centrale, qui va encore vouloir avoir un compte bancaire dans une banque traditionnelle? Et donc, tout le milieu bancaire va être court-circuité. Ça va avoir des impacts gigantesques dont on ne se rend pas encore bien compte, je pense. Et il y a beaucoup de politiques qui aiment bien se laver les mains sur la crypto ou sur le Bitcoin en disant oui, mais c'est bien, on va faire l'e-euro, donc vous voyez, on est en train d'évoluer, vous inquiétez pas. Mais en fait, l'e-euro, ça reste un système extrêmement centralisé, encore plus qu'avant même. Donc, c'est simplement une mise à jour technologique en fait de l'euro. Donc, on ne change pas fondamentalement le système qui est cette décentralisation. Donc, moi, je pense et donc je suis plutôt team décentralisation, pas parce que je suis une team décentralisation contre la team centralisation. Moi, je pense qu'il y a un pouvoir monétaire qui est en place, qui est utile parce qu'il offre une stabilité qui permet d'agir à un certain niveau sur l'économie. Et c'est sans doute pour certaines choses, c'est intéressant. Mais je pense qu'il faut un contre-pouvoir monétaire. Comme dans tout, quand un pouvoir a trop de pouvoir, à un moment donné, il y a des dérives. Et les dérives aujourd'hui, c'est quoi? Bien, c'est en effet une inflation qui s'installe, c'est des taux négatifs qu'on a vus qui tuent le petit épargnant, c'est les junk bonds, hein, même dans le nom, on nous dit que c'est pourri. Donc, il n'y a même plus aucune gêne par rapport à ça. Donc, il y a un moment donné, on voit bien qu'on arrive au bout d'un système. Donc, moi, je ne veux pas tuer le système hein, face à tout ça. Que dit, par exemple, la gauche? La gauche va s'attaquer à la finance, va s'attaquer à l'argent, va dire non, mais la finance est mauvais, regardez, ça crée des inégalités, ça enrichit les riches, c'est mauvais. Moi, je dis non, regardez toute la prospérité que l'argent nous a amené. L'argent, c'est le sang de notre économie. Par contre, c'est sûr qu'on voit maintenant des trop gros désavantages et on doit commencer à voir comment on peut guérir un système financier devenu malade. Et moi, je pense que le Bitcoin, les cryptos, c'est en fait un antidote pour sauver la finance malade et que si on crée un contre-pouvoir qui soit intelligemment régulé aussi, il faut évidemment avoir de la régulation, il faut encadrer ça, mais si on a un pouvoir et un contre-pouvoir, là, on est de nouveau reparti pour quelques décennies avec un système qui est sain. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir et c'est aussi un peu l'appel que je lance en général dès que je m'adresse à des gens comme ceux qui suivent ta chaîne, qui sont plutôt des gens déjà convaincus, enthousiastes par la crypto, c'est qu'il ne faut pas opposer les deux mondes. Déjà, on ne va pas convaincre l'ancien monde si on dit que le nouveau monde va le tuer. Et puis, c'est une mauvaise idée parce que uniquement de la décentralisation complète sans aucune régulation, ça ne va jamais marcher non plus. Et donc, on doit vraiment avoir une cohabitation et une collaboration entre ces deux mondes. Donc, moi, je serais plutôt pour un vrai monde décentralisé, donc plutôt Bitcoin que monnaie numérique, si c'était ça la question, mais qui ne viennent pas en opposition avec le système financier traditionnel. Moi, je pense que les deux vont coexister. Et comment faire coexister les deux intelligemment? Comment continuer à financer les services publics et les États malgré qu'il y ait une réserve de valeur alternative avec beaucoup moins de contrôle? Ça, c'est des vraies questions. Et ça doit être les questions qui soient au cœur de nos débats publics, parlementaires, mais qui aujourd'hui ne sont absolument pas abordées.
Et justement, cette régulation elle commence à prendre forme. La France a été un petit peu précurseur, grâce notamment à Pierre Persson sur ces sujets-là. Et la fameuse régulation européenne arrive. Est-ce que tu regardes un petit peu ce qui se fait au niveau des stablecoins, au niveau des DAO, au niveau Europe, tout ce qu'on a su, tout ce qu'on a vu passer sur le DAI, tout ce genre de choses, cet encadrement. Et quel regard tu portes à la régulation qui a l'air d'être un petit peu agressive? Je sais qu'en ce moment, il y a de gros acteurs, de gros protocoles qui se rassemblent au niveau de l'Europe pour essayer d'expliquer comment ça marche, pour pas réguler bêtement et tuer ces initiatives, notamment de la DeFi. Quel regard tu portes sur la régulation? Est-ce qu'elle n'est pas un peu trop préventive sur le secteur? Ouais, mais donc c'est sûr qu'aujourd'hui, la régulation, elle est abordée de manière restrictive, c'est-à-dire on va essayer d'utiliser cette régulation pour quand même essayer de voilà, restreindre le marché de la crypto d'une manière ou d'une autre. Et, alors, ce que je vois, c'est qu'on a besoin d'une régulation. C'est-à-dire que sans régulation aujourd'hui, ça reste quand même une jungle euh, qui n'est accessible qu'aux gens qui voilà, sont vraiment bien informés, etc. Or, moi, je pense justement que si on veut que la crypto se démocratise, il faut absolument qu'il y ait de la régulation, mais de la régulation pour soutenir l'innovation, pour soutenir le développement et pas pour la tuer, évidemment. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Et si demain, on n'a pas de régulation en Europe, les grands groupes et les entrepreneurs qui ont envie de prendre des risques, évidemment, mais qui regardent aussi l'aspect régulatoire, ils risquent d'aller s'installer dans les pays où les choses sont plus claires. Donc, il faut de la clarté. Ça, c'est vraiment important. Donc, moi, je suis partisan quand même parce que j'ai des amis qui me disent non, mais Christophe, laisse-nous comme ça, on s'amuse bien, il n'y a pas besoin de régulation. Non, non, je pense que si on veut que Bitcoin et les cryptos jouent un vrai rôle sociétal, comme j'essaye de l'exprimer depuis le début de cette interview, c'est important qu'il y ait de la régulation. Alors, euh, donc au niveau européen, en effet, il y a Mika. Hein, donc, moi, je vais, en effet, avec Pierre Persson, on va aller ensemble rendre visite à des parlementaires européens, les parlementaires européens français et belges. On va aller les voir à deux pour leur parler justement de Mika et voir avec eux quelle est leur position et essayer d'un peu leur ouvrir les yeux sur ce nouveau monde et pour qu'ils approchent cette législation avec pas trop de réticence. Euh, je pense que d'ici là, le MiCA, ça va entrer en vigueur en 2024, peut-être même 2025. Donc, c'est très long. C'est très long comme délai. Entre-temps, il y a encore plein de choses qui vont se passer. Vous avez vu que la Russie, ce matin, vient d'annoncer qu'elle allait considérer les bitcoins et les cryptos actifs comme des monnaies. Donc, on voit que les choses peuvent bouger très vite. Donc, je pense que ça va avoir un impact aussi sur la façon dont l'Europe et le reste du monde voit la crypto. Donc, 5 ans, c'est trop long. 3 ans, c'est trop long. Donc, je pense que les États, membres vont déjà avancer. On voit que la France l'a fait. La Belgique, pour donner un petit mot sur la Belgique, nous, on est quand même vachement en retard. Hein, il ne se passe pas grand-chose. On vient de passer une loi sur les exchanges, donc pour réguler les plateformes d'échange. Mais la loi est extrêmement vague et tout va dépendre de comment cette loi est traduite par le gouvernement. En gros, en Belgique, on a une loi et puis le gouvernement le traduit en arrêtés royaux pour des arrêtés d'application. Et donc, tout va se trouver dans ces arrêtés d'application qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Donc, je suis assez curieux de voir ça. L'autre question, c'est la fiscalité. Donc, il y a la régulation du secteur et puis il y a la fiscalité. Et là aussi, je pense qu'il faut absolument avoir plus de clarté. En Belgique, aujourd'hui, on a un régime très facile, en fait, quelque part, si on veut, c'est que si tu es considéré comme un bon père de famille qui gère ses deniers en bon père de famille, donc ses investissements sans prendre des risques démesurés, sans faire de la spéculation, alors tu es très, très peu taxé, presque pas taxé. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce que l'investissement en crypto, c'est du bon père de famille ou pas? Et ça, c'est pas clair. Aujourd'hui, les choses sont pas claires. Et donc, moi, je demande aussi au gouvernement, et je suis en train de travailler sur des propositions pour clarifier ça. Mettre des règles claires de c'est quoi un bon père de famille, à partir de quel montant, c'est quoi la spéculation, etc. Donc, il faut clarifier ces principes. Peut-être qu'on l'a trop peu fait jusqu'ici parce que la situation ne nous le demandait pas. Mais maintenant que tout le monde a accès aux cryptos de manière beaucoup plus facile que les marchés financiers, il faut clarifier tout ça. Effectivement, on est partenaire d'un sondage
avec quelques acteurs français qui sort dans quelques jours, demain, lundi, et qu'on partagera à Bercy avec le ministre Cédric O, ministre du numérique. Et, et c'est très intéressant parce que plus de 8% des Français détiennent des crypto-monnaies, ce qui est un chiffre en fait assez énorme parce que c'est plus que certains qui détiennent des actions sur des comptes titres ou des choses comme ça. Donc, ça doit être assez similaire en Belgique et c'est un chiffre assez important. Oui, donc j'ai vu ce chiffre passer. Donc il y a aujourd'hui plus de gens, de citoyens qui investissent en crypto que de citoyens qui investissent en bourse. Donc c'est quand même assez énorme. Effectivement, ça devrait swifter un petit peu la manière dont on perçoit la crypto, parce que presque 10% des Français, 1 sur 10. Et c'est pour ça que Ledger, il y a quelques jours aussi, là, je ne sais pas si tu connais les clés Bon, dont bien. l'entreprise est française, a invité les candidats à l'élection présidentielle à venir visiter ces locaux pour les sensibiliser. Et c'est là aussi quelque chose que tu souhaites faire en 2022, vraiment mettre la crypto-monnaie, mettre la blockchain au centre des discussions, parce qu'il y a une phrase qu'on entend beaucoup, surtout en politique, c'est la blockchain, c'est vraiment super, mais Bitcoin, qu'est-ce que c'est mauvais. Ouais, c'est clair. Oui, oui, c'est vraiment, c'est beaucoup ça le discours que j'entends. Et je pense que ça traduit oui, une grande méconnaissance, en fait, et une méfiance qui est alimentée depuis des années par des articles de journaux en permanence. Et donc, il faut vraiment. C'est la méconnaissance. Hein. C'est Alexandre Stachenko qui travaille chez KPMG, je ne sais pas si tu vois, et Bien c'est sûr, un entrepreneur directeur de vachement. blockchain partner à KPMG. Ouais. Exact. Et lui, il me donnait l'exemple d'un industriel français qui, milieu des années 90, disait non, mais Internet n'a aucun avenir parce que Internet ne supporte pas ni la voix ni l'image. Donc, on ne va jamais pouvoir transférer la voix et l'image par Internet, donc ça n'a aucun avenir. On voit où on en est aujourd'hui. Donc, on voit bien que c'est ça. Hein, et Internet aussi, au début, évidemment, c'était la fraude, c'était le blanchiment, parce que les gens voilà, comme c'est. Et c'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Toute nouvelle technologie, au départ, eh bien, elle est investie par qui? Par ceux qui essayent de trouver des moyens d'échapper aux règles. Et donc, dès qu'ils voient un nouveau moyen pour y arriver, ils essayent. Et donc, au tout début, évidemment que c'est parfois à des fins pas très glorieuses, mais c'est pas pour ça qu'il faut évidemment tuer la technologie. Mais je sais bien que ceux qui écoutent ce podcast en sont déjà convaincus. À mon avis. Normalement, effectivement, ils sont déjà au fait sur ce sujet. Et il y a tout au long du podcast. Peut-être encore un élément sur la régulation, Ouais. euh, parce que c'est vrai que tu disais, hein, Mika, et les régulations en général sont en train d'être assez restrictives sur les stablecoins en disant attention. Et en fait, la peur, c'est quoi des pouvoirs publics? C'est de dire attention. euh, et je comprends ça quelque part. C'est de dire on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir être dans un monde décentralisé et en même temps venir se coller au monde centralisé, géré par les banques centrales, etc. Et donc ça, je comprends un peu. Il faudrait pas non plus que ce monde, ce nouveau monde financier ait envie de singer les effets et singer le monde financier traditionnel. Donc je pense que là aussi, il y a une réflexion à avoir. Voilà, alors les stablecoins ont un rôle à jouer, etc. C'est pas pour ça qu'il faut les supprimer et elles ont un rôle à jouer, mais elles ne pourraient pas devenir des monnaies complémentaires utilisées de la même manière qu'on utilise l'euro aujourd'hui. Ça n'aurait pas de sens. Oui, d'accord. Il faut des applications bien distinctes qu'il va falloir définir tout au long des prochaines années, justement. Et ça sera le rôle de la régulation de le comprendre pour laisser ces choses s'exprimer. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, et j'anticipe un petit peu les commentaires, et le soleil se lève. Alors, je n'attaque pas la Belgique en disant qu'il n'y a pas de soleil en Belgique. Par contre, il se lève un petit peu au fur et à mesure du podcast. Donc, je pense qu'il y a une certaine cohérence. Ouais, tu vois. J'ai essayé de me mettre plus. Non, c'est très bien, mais ça témoigne effectivement que tu apportes une lumière importante dans cet Ouais, voilà, écosystème. on va dire ça. Et justement, pour revenir et terminer sur le chapitre Bitcoin, tu as déjà réfléchi un petit peu si jamais Bitcoin va descendre très bas comment je ne sais pas trouver une alternative pour continuer à vivre malgré le fait que Bitcoin soit très volatile. Et de l'autre côté, puisqu'on imagine que ça va sur le long terme être une bonne idée et que peut-être qu'en 2022, ça ne sera pas si sombre que certains imaginent avec le bear market et tout, est-ce que tu as déjà imaginé mettre un petit peu en finance décentralisée, à aller dans des protocoles, à créer du lending et des intérêts sur ces bitcoins, ou est-ce que c'est de la conservation?
Non, écoute, pour l'instant, moi, pour l'instant, c'est conservation parce que j'ai aussi, j'ai fait une annonce claire et je veux qu'elle reste claire pour les gens. En fait, j'ai aussi envie de, moi, mon investissement, le salaire que je convertis, c'est un acte politique, c'est pas un acte financier. Je ne sais pas si je vais gagner ou y perdre financièrement, c'est vraiment un acte politique et je veux qu'il reste clair face aux citoyens, puisque je leur ai annoncé que pendant un an, je faisais ça. Tous les mois, je conversais mon salaire et au bout d'un an, voilà, après, je le retrouve évidemment. Mais donc, je veux pas commencer à trop brouiller le message, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de… Voilà. Mais par contre, je pense qu'il faut absolument investir et développer la finance décentralisée, qui a un vrai rôle à jouer. Hein. Donc là, il n'y a aucun doute là-dessus. Le premier député belge qui viendra donc en Lamborghini dans les prochains mois, les prochaines années, grâce au Bitcoin, la fameuse Lambo, Wen Lambo, Christophe. Je roule plutôt à vélo, moi, donc je vais faire un très beau vélo, peut-être. Un très beau vélo électrique, ouais, justement. Et pour conclure, tu disais que ça t'intéressait beaucoup d'expliquer la finance et de justement casser ce privilège des riches. Et c'est tout le rôle aussi de Bitcoin et de la crypto-monnaie, même si ça paraît complexe, en fait, on s'y prête assez au jeu. Parce que tu disais effectivement, c'est la frontière entre la finance, la politique, mais aussi la philosophie, mais aussi tout ce qui est informatique et tout. Donc, quand on met le doigt et qu'on s'y penche un petit peu, on comprend toute la complexité et la force de cet écosystème. Si tu devais donner quelques pistes justement pour développer cet aspect économique qu'on n'a pas du tout en France. Alors, je ne sais pas si en Belgique on l'a. On a quelques cours en fin de cursus obligatoire lycée en France sur l'économie et tout, mais ça reste assez vague, assez complexe et pas très creusé. Qu'est-ce que tu pourrais indiquer aux gens pour aller justement comprendre un peu plus comment ça fonctionne, cette économie et cette finance qui paraît si sombre? Et donc, je pense qu'il y a deux choses. C'est que déjà, au niveau du pouvoir politique, on doit absolument, en effet, investir dans des cours financiers concrets dès le plus jeune âge à l'école. Hein. Donc, c'est par là que ça va se passer. Au niveau macro, je veux dire, c'est pour ça que moi, je plaide. Aujourd'hui, en effet, il y a très peu de gens qui savent faire la différence entre une action, une obligation, des bons d'État, l'inflation, le rôle des banques centrales, la spéculation. Enfin voilà, c'est tous des mots qui leur sont très très étrangers. Et donc déjà, ça c'est sûr qu'on n'en sortira que si au niveau, bon moi je dis au niveau belge, mais au niveau européen, au niveau français aussi, mais on investit des cours du concret financier dès l'école. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est en effet, et c'est pour ça que je pense qu'il faut changer le système fondamentalement, et c'est pour ça que je pense que la finance décentralisée a un rôle et le Bitcoin a un rôle, c'est qu'on doit pouvoir avoir un système financier beaucoup plus accessible, beaucoup plus transparent, à côté de la finance traditionnelle. Et je pense que et je pense qu'aujourd'hui, moi j'encourage, et je sais que je suis parfois critiqué pour ça, mais j'encourage les jeunes, mais les moins jeunes aussi, tout le monde, à investir un petit peu d'argent dans Bitcoin ou dans une autre crypto. C'est-à-dire que c'est en faisant qu'on se rend compte de ce que c'est. Et on ne doit pas pour autant se décourager de la finance centralisée. Il y a aussi moyen aujourd'hui, en créant en ligne, d'investir déjà dans des actions boursières pour essayer de voir comment tout ça fonctionne aussi. Donc, moi, je pense que c'est en faisant qu'on apprend. Et donc, moi, j'encourage tout le monde à même des toutes petites économies. C'est ça l'avantage des cryptos, c'est que même avec des toutes petites économies, quelques dizaines d'euros, on peut déjà investir là-dedans. Et voilà, c'est un peu ça le message principal, quoi. Et effectivement, par rapport en 2017-2018, quand tu as démarré, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui, à travers des dizaines de plateformes, de s'y frotter de manière Ouais. bien plus simple. Et alors, bon, et alors c'est aussi une question c'est aussi une question de mentalité. Hein. Donc, il Ouais, faut arrêter de voir l'argent, la finance comme quelque chose de mal, de mauvais. Et c'est vrai que cette image est venue ces dernières années parce que la finance est en train de déraper. Donc ça, il faut pouvoir se le dire et l'accepter. Notre finance traditionnelle est malade. Et donc, c'est pour ça qu'on doit essayer de faire quelque chose. Mais on doit changer notre mentalité, changer notre vision de l'argent. L'argent est un moyen et ça peut être quelque chose de bien si on en fait quelque chose de bien, ça peut être quelque chose de mal si on en fait quelque chose de mal. Donc finalement, ce n'est pas l'argent qui est bien ou mal, c'est ce qu'on en fait. Et c'est ça qui est… quelqu'un de très sage me disait, il n'y a pas d'argent propre ni d'argent sale, il y a des mains propres et des mains sales. Et donc c'est cette différence fondamentale qu'on doit, je pense, aussi apprendre à l'école dès le plus jeune âge. ouais, effectivement.
Eh ben, merci beaucoup, Christophe, pour toute cette discussion, pour ce petit panorama autour de ta vision. C'était très intéressant. Je mettrai en description tout ce dont on a parlé au début, au milieu, à la fin et quelques liens pour approfondir un petit peu cet échange s'il vous a plu. Merci beaucoup, Christophe. Et puis, on regardera un petit peu sur Internet, là, sur Twitter, quand est-ce que tu auras un super vélo quand le Bitcoin sera allé à des sommets. On a entendu 1 million dans quelques années d'après Ark Invest. Alors, normalement, ça devrait bien se passer. Ce n'est pas un Ouais. conseil en investissement, bien sûr. Non, voilà. Et mon coup politique ou mon axe politique, il sera réussi, pas si j'ai un beau vélo, mais si la Belgique avance sur la crypto, hein. C'est ça, c'est à ça qu'on va voir si ça aurait été utile ou pas. Et on verra tous les crypto-fans basculer de l'autre côté de la frontière, à moins que Pierre Persson On arrive verra. là aussi de notre côté à activer les choses et à faire que la régulation européenne ne tue pas cette innovation. Merci beaucoup, Christophe. Salut, à bientôt.